Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission de Gotchard, votre podcast hebdomadaire, balado-diffusion devrais-je dire, hebdomadaire sur l'actualité automobile. Cette semaine, on va faire un peu dans la performance, puisque moi, je vais vous parler de la Chevrolet Camaro 2SS 1LE, rien de moins, et la Corolla GR que j'ai essayé sur la piste. 10-4, hein? Oui, puis moi, je vais vous parler d'actualité automobile, de deux modèles Honda qui ont été dévoilés, du changement de nom tant attendu de l'Audi e-tron et d'une nouvelle Volkswagen peut-être un peu étonnante. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors voilà, mon cher, comme je te l'ai dit, cette semaine, ça va être un spécial un peu performance, puisque j'ai eu l'occasion au cours des derniers jours, dernières semaines, de faire l'essai de plusieurs véhicules assez puissants. Il y en a un que je vais garder pour plus tard, c'est le Challenger 392, parce que je l'avoue, c'est un peu mon chouchou. Tu veux faire un spécial dessus? Ah, écoute, j'aime cette voiture-là d'un amour profond. Et comme c'est sa dernière année, c'est sûr que c'est une voiture que je vais vouloir détailler un peu plus. Cependant, j'ai quand même eu la chance de conduire la Chevrolet Camaro. Bon, le vrai nom, là, c'est la Chevrolet Camaro Coupé 2SS, donc c'est le nom du modèle, avec l'ensemble de performance 1LE. OK? Rien de moins. Ça ressemble à un code. C'est un bon mot de passe, en tout cas. C'est ça. Si vous l'apprenez par cœur, mettez pas ça sur votre carte d'assurance maladie, ça rentre pas. Mais alors, l'idée, en fait, c'est que tu auras compris que c'est une Camaro traditionnelle, coupée, bon, donc pas la version cabriolet. La 2SS, c'est une des versions les plus équipées, les plus puissantes. Et avec l'ensemble Performance 1LE, on lui ajoute un paquet d'éléments qui sont destinés davantage à la piste. On va régler tout de suite la question du moteur, évidemment. Tu auras compris qu'on n'est pas dans quelque chose de très, très discret. On est plutôt dans un moteur V8 6.2 litres, 455 chevaux, 455 livres-pieds de couple. C'est absolument puissant. La beauté de ce moteur-là, c'est justement cette puissance qui se développe assez rapidement. Et parce que dans mon modèle d'essai, en plus, tu es jumelé à une boîte manuelle avec des rapports courts, c'était très agréable. Évidemment, il faut pouvoir s'amuser un peu avec le levier de vitesse, mais ça va bien. Petit détail amusant, tu peux utiliser ce qu'on appelle le rev matching. Donc, la voiture va faire le talon pointe pour toi quand tu rétrogrades. Et si jamais tu veux vraiment, mais vraiment faire le gros Gino Camaro, ben, tu n'as qu'à lever le pied de l'accélérateur et il y a ce qu'on appelle là, des backfire, des bruits d'échappement extrêmement violents qui sortent. C'est fait pour ça. C'est fait pour vraiment pas être discret, tout comme le son du moteur est absolument pas discret. Tu sais comment c'est fait chez nous. On a une espèce d'entrée de cour assez longue qui est enfermée entre la maison et la maison du voisin. Évidemment, à toutes les fois qu'on démarrait le moteur, ben, les pauvres voisins devaient penser à moi avec des mots pas gentils parce que la sonorité, moi j'adore ça, mais je suis pas sûr qu'à 7 heures le matin, tu as tant envie que ça d'entendre une Camaro ronronner. Il y a des contextes pour ça et 7 h le matin dans ton entrée de cours n'en est pas un. Exactement. Bon, ceci étant dit, c'est quand même très agréable à écouter, évidemment, quand on est au volant. C'est une version, je te l'ai dit, qui est conçue pour être vraiment une version de performance. Le package qu'on lui avait mis, là, le 1LE, ça veut dire des suspensions, les fameuses suspensions qu'on appelle Magnetic Ride, donc des suspensions qui sont vraiment conçues pour s'adapter à la conduite un peu plus agressive et qui donnent vraiment, vraiment une façon de coller à la piste davantage. Il y a des barres stabilisatrices qui ont été ajoutées qui rendent tout ça beaucoup plus solide. On a mis tout un ensemble dynamique, là, incluant l'extérieur et un petit aileron à l'arrière. Et on a même, ça n'a rien à voir avec le dynamisme, mais on a même un capot noir satiné pour vraiment distinguer la voiture des autres. Il y a aussi à l'intérieur, ce qui n'est pas rien, des sièges Recaro, donc des sièges qui te donnent vraiment un support assez exceptionnel, même si, comme moi, ça fait longtemps que tu as perdu ta taille de jeune homme.
on est quand même extrêmement bien assis et extrêmement supporté, peu importe le type de conduite que l'on fait. Ceci étant dit, c'est vrai puis c'est pas vrai. Parce que le gros problème de cette Camaro-là, d'abord, il y en a quelques-uns. Le look, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime la Camaro parce qu'elle est dynamique. C'est une voiture de conduite. En termes de look, je trouve qu'on a un peu enfreint le côté nostalgique. Si tu regardes la Mustang, si tu regardes le Challenger, encore une fois, ce sont des véhicules qui ont conservé leur attitude muscle car. C'est pas vraiment le cas de la Camaro. C'est beaucoup plus moderne. Par contre, à l'intérieur, on a gardé des éléments un peu plus anciens, j'oserais dire, comme les buses de ventilation ronde que tu dois tourner pour vraiment trouver la bonne température. Ça, c'est un élément. Des vrais cadrans. Souvent, alors on est dans le numérique, dans plein de trucs. Eux ont trouvé le moyen de garder de vrais cadrans dans certains cas. Bien sûr, il y a un affichage central, pas très grand d'ailleurs, un petit écran, peut-être un peu moins grand que la plupart de ses rivaux, mais c'est quand même là et c'est agréable. Le gros bémol de la Camaro, en fait, c'est d'une part l'espace intérieur. Hein. J'aurais voulu t'asseoir derrière. Non. Je pense que tu seras encore là. Il n'y a littéralement pas de place là. C'est symbolique et c'est tout. Même chose au niveau de la valise. La valise n'est pas grande, puis la façon dont elle est dessinée, rentrer quelque chose là-dedans, il n'y a rien de pratique. Et quand on est assis au volant de la voiture, littéralement, tu es assis dans un bain. Toi, ça aurait été pas si mal. Tu es grand, tu aurais probablement une meilleure visibilité. Mais moi, assis à la hauteur où j'étais, on a la ceinture de caisse qui est beaucoup trop élevée. La visibilité n'est pas bonne, ni sur les côtés, ni trois quarts arrière. L'espace arrière pour la vision n'est pas très bonne. Honnêtement, c'est vraiment un problème de visibilité qui est bien connu, qui fait partie des capacités de la Camaro, des défauts de la Camaro que tout le monde connaît, mais qui font quand même, moi, je trouve ça un petit peu désagréable. C'est une voiture qui, honnêtement, si vous êtes à la recherche d'une voiture sportive, c'est une voiture qui se conduit vraiment facilement. Elle tient la route, elle est vraiment collée au sol. C'est quelque chose qui est absolument spectaculaire au niveau du dynamisme de conduite. Pour le reste, pour être une voiture de tous les jours, je t'avoue que ça, j'ai des réticences. Mais si vous êtes vraiment à la recherche là, d'une Camaro, il y a des Camaros pour tous les prix d'ailleurs. Là, si vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce que moi j'ai essayé avec les ensembles performance, là, ça joue de 32 à 80 000 $ à peu près les différentes Camaros disponibles. Ceci étant dit, ça c'était pour la Camaro qui est un muscle car bien connu, que l'on connaît très bien. En fait, moi j'ai eu l'occasion d'essayer une autre voiture. En fait, 3 voitures, mais il y en a une sur laquelle je vais me concentrer surtout. C'est la Toyota GR86, la Toyota GR Supra et celle sur laquelle je vais me concentrer, la Corolla GR. Bon. GR, ce que ça veut dire Gazoo Racing. C'est la division de performance de Toyota. Et on a voulu réunir là-dedans des véhicules qui sont vraiment plus sportifs. La petite 86, vous la connaissez, c'est la 2 places que l'on partage avec Subaru qui s'appelle BRZ chez Subaru. C'est une petite voiture extrêmement amusante à conduire. C'est un véritable go-kart. Ça tient la route. Pas autant de puissance qu'on voudrait, mais vraiment, vraiment le meilleur rapport qualité-prix, à mon avis, dans ce créneau-là, c'est définitivement la GR86. La Supra, on en a déjà parlé, c'est une voiture extrêmement puissante, une voiture qui est plus lourde, l'accès à bord n'est pas nécessairement facile. C'est une très belle voiture qui a une bonne tenue de route aussi, mais qui est plus une routière, même si elle est très sportive. Je t'avoue qu'avec ta mère, d'ailleurs, quand on est allé à Halifax en vacances, c'est la voiture qu'on avait pour circuler le long de la Nouvelle-Écosse. Et honnêtement, même ta mère qui a des problèmes de dos, c'est jamais plainte, sauf pour rentrer et sortir, parce que là, c'est vraiment pas simple. Mais celle qui m'a vraiment jeté par terre, c'est la Corolla GR. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec une petite Corolla hatchback qu'on connaît déjà, la petite Corolla à haillons. C'est un style qu'on a repris, on a agrandi certains éléments, on a élargi les ailes avant, on a modifié la partie avant, on a créé des trucs plus aérodynamiques, on a même mis 3 échappements à l'arrière, ce qui fait vraiment un look sportif. Et on a à l'intérieur, sous le capot, un petit moteur 3 cylindres, 1,6 litres, qui développe 300 chevaux, jumelé à une traction intégrale.
Honnêtement, c'est un véhicule que beaucoup de gens attendaient parce que ça fait longtemps qu'on nous promet des Corolla de performance et là, on en a une. Je l'ai essayé sur la route et sur la piste dans ces 3 versions. Et là, il faut que je sois délicat dans les 3 versions parce que la réalité, c'est qu'il n'y en aura qu'une seule qui va vraiment être accessible. C'est la Core, dont je vais vous parler en dernier. C'est celle que j'ai conduite sur la route. Il existe 2 versions. Une version qu'on appelle la Morizo et une version qui s'appelle la Circuit. La Circuit, elle est plus légère que la Core. Elle a à peu près une trentaine de kilos de moins. On a modifié des éléments. On a utilisé du fibre de carbone, de la fibre de carbone pour faire certaines composantes, dont le toit. On est vraiment dans un véhicule qui est fait pour aller faire de la performance sur le circuit. Et d'ailleurs, c'est une voiture qui est dotée de gros ailerons et tout. C'est une voiture qui ne sera pas disponible au-delà de la première année. Il y en aura juste la première année. Quant à la Morizo, c'est la version extrême par excellence. Il y en aura, tiens-toi bien, 10 au Canada. Et pour avoir le droit d'acheter une Morizo, il fallait que tu mettes ton nom sur une liste et que Toyota détermine ta réputation, quelle est ta présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'engages à ne pas revendre la voiture? C'est pas sérieux. Oui, absolument. Il y a toute une série de conditions. Mais c'est une voiture exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a des barres stabilisatrices qui ont été ajoutées à l'intérieur qui sont plus rigides. On a éliminé les sièges arrière, donc c'est 2 places. C'est vraiment fait, fibre de carbone. On a augmenté le couple du moteur. La puissance est toujours la même, 300 chevaux, mais on a augmenté le couple du moteur. Donc, c'est vraiment une voiture qui est faite pour aller sur la piste, même si elle est homologuée pour la route. Ces 2 voitures-là, moi, je les ai essayées sur la piste, justement, sur une petite piste dans la région de Victoria, en fait, qui s'appelle le Vancouver Island Motorsport Park. Je ne suis pas un très bon pilote sur la piste, mais je me suis assez bien débrouillé, je pense. Et surtout que c'est un circuit extrêmement technique, avec 19 virages et un dénivelé par tour qui peut atteindre jusqu'à 98 mètres. Ce qui est quand même énorme. Mais ce que ça nous a permis de savoir, évidemment, c'est jusqu'à quel point ces voitures-là tiennent la route. Au-delà du petit moteur 3 cylindres qu'on aurait pu croire déséquilibré, parce que 3 cylindres, ça a tendance à faire beaucoup de vibrations. C'est pas le cas, du moins pour le moment. Et c'est tout jumelé à une boîte manuelle. Il n'y a pas de boîte automatique au niveau de la Corolla GR. Et ça vous permet vraiment de prendre le contrôle de la voiture. Il y a 2 sortes de pneus. Là. Il y a des pneus plus agressifs sur la Morizo, des Michelin un peu moins agressifs sur la version circuit. Mais dans l'ensemble, ce sont des véhicules qui tiennent la route, qui sont vraiment solides, qu'on a poussé, comme je dis plus souvent, à mes limites plutôt qu'aux leurs. Parce que, honnêtement, j'étais vraiment rendu au bout. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très agréable, de beaucoup plus solide. En fait, tu m'aurais dit, tu vas conduire une Toyota Corolla sur une piste, tu vas avoir du fun, puis tu vas la pousser, elle va être plus loin que toi, tu es capable d'aller. Je t'aurais pas cru il y a 5 ans. Et là, vraiment, on est loin de la Corolla beige avec l'intérieur beige. Là. On est vraiment dans un véhicule super agréable. Sur la route, j'ai pris la version Core, qui, elle, va être celle qui va être la plus vendue. Elle est un peu plus lourde, mais il n'y a pas une grosse différence. Et sur la route, vraiment, ça s'est montré très confortable. Ça a été un charme à conduire et on est capable d'aller chercher toute la puissance nécessaire. Intéressant aussi, ça joue de 45 à 60 000 ce qui est quand même pas très dispendieux parce que on est en concurrence avec des Volkswagen Golf R, on est en concurrence avec des Honda Civic Type R qui sont 50-55 000 Donc, on est vraiment là-dedans. Je te rappelle que là, il y a un rouage intégral. Non, il n'y a pas un gros espace de chargement. On a quand même pensé à des éléments de confort. Il y a un nouveau système d'infodivertissement beaucoup plus efficace qu'il ne l'était. Un nouveau système aussi de ce qu'on appelle le Toyota Safety Sense 3.0 avec des caméras plus larges pour les angles morts. Puis il y a toutes sortes d'augmentations de qualité, de sécurité à bord. Mais dans l'ensemble, c'est ce qu'on appelle des Rocket Pocket, là, des petites voitures extrêmement dynamiques, extrêmement agréables. Et honnêtement, j'avais hâte de la conduire et je n'ai pas été déçu. Autant sur la piste que sur la route, c'est une voiture super intéressante. Je le répète, la 86, à mon avis, demeure le meilleur choix rapport qualité-prix si vous voulez une petite sportive 2 places. Mais si vous voulez une 4 places, la Corolla GR, c'est vraiment une option
extrêmement intéressante. C'est vrai que c'est plutôt étonnant parce que moi, l'image que j'ai de la Corolla, c'est un peu ce que tu dis, une Corolla beige, quasiment, on va se dire, là, un char de papy, mais ce que tu viens d'en dire, c'est pas vraiment l'image d'un char de papy, hein? On parle pas du même modèle. Non, on parle d'un papy qui est un peu plus dynamique, je te dirais. Honnêtement, c'est vraiment... Mais déjà, je dois dire que la Corolla à Ion, elle était quand même plus agréable à conduire. Mais là, on arrive vraiment avec quelque chose qui est beaucoup plus insistant, beaucoup plus agréable. Ceci étant dit, mon cher, c'est maintenant l'heure de passer aux nouvelles automobiles. Et j'apprécie toujours, comment pourrais-je dire, l'importance que tu accordes d'aller chercher des nouvelles qui sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Oui, ben on va commencer avec quelque chose qui est plus standard. On va commencer avec Honda qui nous dévoile 2 nouvelles générations de 2 modèles différents. On parle en premier du Honda Pilot 2023 qui est quand même assez populaire, hein? On le remarque peu, je te dirais. C'est pas un modèle auquel on pense souvent, mais on parle quand même de 150 000 exemplaires par année environ là, en Amérique du Nord, ce qui est quand même pas mal. Et la nouvelle version, on voit qu'elle est nouvelle, là. Vraiment, quand on la regarde, on parle de quelque chose qui va être un peu plus angulaire, un peu moins rond, un peu moins de courbe. Personnellement, j'aime bien. Je trouve que le look se démarque un peu des autres versions. Mais en fait, surtout ce que Honda a fait, c'est qu'il est venu le renforcer autant au niveau du rouage intégral qu'au niveau de la version Trail Sport, qui est vraiment un des gros changements là, cette année pour la prochaine année. La version Trail Sport, elle existait déjà, mais c'était principalement quelque chose d'esthétique et pas vraiment quelque chose qui va te permettre là, d'amener ton véhicule hors des sentiers battus, si vous me permettez l'expression. Mais là, avec cette nouvelle version-là, on va pouvoir aller faire du hors-route. On parle de 25,4 mm de plus de garde au sol, des amortisseurs qui ont été améliorés. On parle de barres stabilisatrices, aussi des plaques en dessous du véhicule, là, des plaques de protection qui permettent même de supporter complètement le poids du véhicule si jamais on tombe là, sur une roche ou quelque chose comme ça. Quand même, c'est une version qui est beaucoup plus robuste que ce qu'on voyait normalement. Puis, avec le nouveau rouage intégral encore plus efficace, la transmission intégrale iVTM 4, je suis sûr que tu vas pouvoir me dire c'est quoi sa spécificité. Non. Non! Fait que t'es une encyclopédie, mais il y a quand même des choses que tu sais pas. Mais en gros, là, ce que ça fait, c'est que c'est, bon, comme tous les systèmes, là, de traction intégrale intelligente, ça distribue le couple de façon asymétrique où le couple va aller, où on en a besoin. Par exemple, le transférer de droite à gauche, d'avant, arrière, selon les besoins du véhicule. Donc ça, c'est une autre des grosses améliorations, là, au niveau de la transmission intégrale. Puis ça vient aussi avec le programme Trail Torque Logic qui va aussi permettre à ce rouage intégral-là d'aller en route avec la version Trail Sport. Pas simplement sur la version Trail Sport, mais combiné avec la version Trail Sport, on peut se douter que ça va être assez efficace. Il y a plein d'autres améliorations. Là, une petite augmentation. On a 285 chevaux maintenant à la place de, je crois, 280. Un petit peu de changement aussi en termes de taille. Il va être un peu plus gros. En général aussi un peu plus robuste. Là, on parle d'autres améliorations là, en termes de conception. Mais je trouve que le accord, c'est quand même intéressant parce que là, on parle pas de quelque chose de plus gros, mais on parle de quelque chose de plus technologique. Puis la raison pour laquelle je fais cette transition-là, c'est parce que les changements technologiques du Pilot et du Accord se ressemblent pas mal. Hein? Le Pilot va avoir là, un écran tactile 9 pouces, 7 pouces sur les versions de base, mais l'Accord, on a fait ces mêmes changements-là avec les écrans tactiles et tout ça, mais on l'a poussé encore plus loin. Parce que si le Pilot, on parlait d'un VUS, comme je disais, plus robuste, ici, avec le Accord, on va vraiment parler d'un modèle qui va se vouloir plus confortable. Il y a quelques petits changements au niveau de la motorisation en gros, là, mais on parle de la même motorisation en plus là, que plein d'autres modèles. On parle de la CR-V ou la Civic aussi qui vont avoir le même changement de motorisation. Mais au niveau de la motorisation, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on va avoir une version hybride encore
amélioré, donc 204 chevaux avec un moteur 4 cylindres de 2.0 litres, hein, donc 2 litres. Et ça va être offert sur les versions Sport et Touring. Donc ça, c'était la partie technique. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, je suis assez curieux, je serais curieux d'essayer l'intégration du système Google dans les versions Touring, sur leur écran d'ailleurs, de 12.3 pouces. Hein? Donc, on parle quand même de méchant iPad en plein milieu de ton... Ben, un écran horizontal, cependant. Oui. C'est pas comme les gros iPads à la Tesla, par exemple. Ou la Maca, hein? Ou la Maca, qui sont vraiment de grands formats, là. Mais oui, effectivement, ça va faire du bien chez Honda, là. Oui, parce que sinon, quand on regarde la version de base, on a un 7 pouces qui est standard. On compare 7 pouces, 12,3 pouces. On parle quand même d'une bonne différence. De base, 7 pouces aussi pour le Pilot. Hein? Donc, on voit que c'est pas mal ça le standard du côté de Honda. Mais là, avec ça, on offre un système qui est encore plus poussé au niveau de la technologie. Entre autres, justement, comme je disais, avec l'intégration de Google, autant Google Play, Google Maps, Google Assistant, hein, le fameux hockey Google. Je suis curieux d'essayer ça parce que je suis vraiment mitigé. Hein, on en avait déjà parlé avec Alexa sur On l'a essayé même avec Google dans la Volvo, rappelle-toi. Oui, on l'a essayé, mais j'ai pas eu la chance de l'essayer tant que ça. Je me souviens qu'on l'a essayé ensemble, mais écoute, message à Honda, hein, peut-être que ce serait cool que j'essaie votre prochain accord 2023 pour faire l'essai de votre système d'infodivertissement. Mais sincèrement, j'aimerais ça l'essayer plus longtemps que ce qu'on a vécu dans la Volvo, parce que je suis un peu mitigé. Puis on en a parlé vraiment au début, je pense que c'était encore ça roule à ce moment-là, quand on avait parlé d'Alexa. Ouais. Puis si j'ai un peu eu le même discours. Des fois, j'ai l'impression que ça va un peu loin, cette intégration-là de Google ou Amazon dans toutes les sphères de notre vie. À quel point est-ce que vraiment ça rehausse l'expérience que Google nous écoute en tout temps, comme ça dans notre voiture? Je serais curieux de l'essayer. Écoute, c'est sûr qu'ils vont jumeler avec l'assistant Google que tu vas avoir chez vous, donc tu peux possiblement, dans d'autres cas avec Alexa notamment, on va chercher cette intégration-là, mais je suis d'accord avec toi, des fois c'est un peu troublant, disons, la confidentialité de certains éléments. Mais outre le niveau de confidentialité, il y a une espèce d'aspect un peu creepy, je trouve, là, au fait que justement, c'est connecté à chez toi. Je veux dire, je comprends aussi l'aspect pratique de la chose, mais c'est un peu bizarre, tu sais, de pouvoir dire à ton assistant Google, OK, débarre la porte... tu dis à ta voiture, débarre la porte, ouvre le garage, allume les lumières, parle fort à 350, là j'exagère, mais c'est quasiment ça, là. En tout cas, c'est à voir. Moi, chez moi, j'ai pas, comme vous avez chez vous, les trucs de Google Home et tout ça, maison intelligente, là. Ouais. Je suis loin de tout ça, j'en ai pas besoin dans le 3,5. Mais c'est certain que je crois que c'est quand même, encore une fois, un profil très spécifique là, de gens. On parle d'une intégration pour vraiment profiter pleinement de tout ça, d'avoir les avantages de Google, justement, comme tu dis, la maison intelligente. Je pense que ça s'adresse quand même là, à un groupe de gens relativement limité. Puis pour la plupart des gens, il n'y aura pas beaucoup d'avantages entre ça puis un autre assistant vocal là, propriétaire de n'importe quelle compagnie. Mais bon, parce que au niveau de la confidentialité, je fais plus confiance au manufacturier de char qu'à Google non plus. Hein, fait que ça, on pourrait en parler longuement. Oui, c'est ça. En tout cas, là, on arrive vraiment à ce qui t'intéresse. Là, je pense qu'on a fait le tour de la Honda Pilot puis de la Honda Accord. Quand même des modèles beaucoup plus attendus que je le croyais. Hein, parce que je suis encore dans la phase apprentissage. C'est important de le spécifier. Puis, il y a des modèles comme ça auxquels on pense pas, hein, la Honda Accord. Mais quand on regarde les statistiques, c'est vraiment des chars populaires, là. Très populaires. Puis le Pilote est un des VUS très populaires dans son créneau aussi. Ce sont des véhicules qui sont très attendus. Mais tu sais, Honda, avec la Civic, avec les autres, le nouveau CR-V, que je mets à l'essai là, au cours des prochains jours, ce sont vraiment des véhicules très, très, très populaires. L'Accord, c'est un véhicule qui est un excellent véhicule. Donc, j'ai hâte de voir la nouveauté. On n'aura pas fini d'entendre parler de Honda, c'est ce que tu es en train de me dire. Exactement. Là, on arrive dans les nouvelles pour lesquelles tu félicitais mes talents de recherchiste. Premièrement, comme je l'ai dit, la fameuse Audi e-tron,
hein, Oui. qui fait rire toutes les personnes qui ont un âge mental d'en bas de 6 ans, comme toi et moi. C'est à peu près ça. Oui, oui. Enfin, change de nom. Enfin, parce qu'on pourrait se Attends. dire, hein, on avait aussi la Buick Lacrosse, il y en a une couple là, il y avait la Nova dans les pays hispanophones, qui ça veut dire ça fonctionne pas, hein, Nova. Ouais. On en a eu plein comme ça, et là, elle change de nom. Bon, je suis content. Au moins, ils ont compris, là. Ils vont enlever le e-tron. Ben oui, effectivement, au lieu d'avoir le e-tron Quattro comme on avait, maintenant ça va être le Q8 e-tron. Attends, ils ont gardé le e-tron? Ils ont gardé le e-tron, le Q8 55 e-tron. Maintenant, il y a même Q dedans en plus, hein? E-tron PQ. Ils ont empiré le nom s'il y a quelque chose. Ouais, c'est ça qu'ils sont pas très tournés vers le marché francophone québécois. Bien sûr, mais c'est parce qu'il y a tellement de blagues qui ont été faites là-dessus. Hein? On regarde sur Internet, là, aussitôt qu'il y a un article qui est partagé sur, justement, le Q8 e-tron, il y a toujours un petit féfinou dans les commentaires qui s'amuse. Puis là, je pense que avec un tel changement, hein, un magnifique changement, on n'a pas fini non plus d'entendre ces blagues-là. Si on va dans un autre sujet qui va tout autant t'émoustiller, hein, je suis sûr que t'as déjà eu un accident dans la vie, hein, malheureusement. Je sais pas si t'as déjà eu aussi les airbags qui ont ouvert. Oui, C'était si gonflable. violent, oui, le coussin gonflable. C'est quelque chose, hein. C'est impressionnant, là. Je te souhaite jamais que ça t'arrive, là, mais honnêtement, moi, ils ont éclaté au complet et c'est assez étonnant. Mais c'est obligatoire depuis quand même assez longtemps, puis c'est vraiment bizarre de penser au fait que tu as vécu à une époque où ce n'était pas obligatoire, hein, et que moi, non, mais ça, écoute, Je peux même te dire que j'ai vécu à une époque où les ceintures, de sécurité n'étaient pas obligatoires. Oui, c'est ça, conduire là, la bière entre les deux jambes. Ouais, non, je faisais pas ça à Venachon, mais non. Non, c'est plus les gens autour de toi qui faisaient ça. Non, mais en même temps, il faut quand même pas dire que je suis si vieux que ça, là. Non, Je me rappelle pas de ça. J'exagérais pour la blague, mais on voit dans une époque où la sécurité routière, hein, est de plus en plus importante et de plus en plus au cœur des préoccupations des manufacturiers, et c'est une bonne chose, hein. Mais peut-être que là, Hyundai est allé un peu, peut-être trop loin, hein. Je dis ça aujourd'hui en 2022, mais regarde ça dans 5 ans, ça va être obligatoire. Ils ont déposé un brevet, alors on est loin de voir ça dans n'importe quel modèle pour le moment. Ils ont déposé un brevet, Hyundai et Kia, d'un coussin gonflable qui permettrait, alors il est en forme de T et il éclate plutôt que de venir, disons, du volant, il éclate plutôt de par en dessous, pour aller protéger, disons, ton endroit le plus précieux. Attends, t'es en train de me dire qu'on est en train de créer un coussin gonflable Pour protéger tes coussins gonflables. Oui, c'est ça, exactement. OK. Ils m'ont dit, mais tu dois faire... Excuse-moi, là j'essaie de m'imaginer la situation. Moi, j'ai vécu la situation où les coussins gonflables ont éclaté dans mon visage et je me suis défoiré la face dedans. Et je t'avoue que c'est assez violent et ça donne quand même un bon coup. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai envie de faire la même chose avec ma partie la plus sensible. Si j'ai bien compris, en plus, ça vient un peu, je sais pas comment le dire, mais ça vient un peu de par en dessous se frapper à toi, un peu comme se faire entarter, là, je sais pas trop comment le décrire. Comme si là. ça levait, là. C'est ça, c'est comme une catapulte, voilà, comme une catapulte, mais directement vers toi. Écoute, en même temps, on espère ne jamais en avoir besoin. C'est sûrement plus de protection que juste rien pantoute, hein, quand on y pense. Mais j'avoue que de penser puis de regarder les images du brevet comme ça donne pas nécessairement le goût d'avoir un accident. Puis en même temps, c'est parce que j'essaie de voir... Tu sais, pour aller m'écraser les testicouilles quelque part dans le tableau de bord. C'est dit avec tant de poésie, hein? Ouais. J'essaie de comprendre comment je peux glisser à ce point. Ben, c'est ce que je me dis, hein. Je veux dire, c'est sûr qu'on en rit beaucoup, mais je crois que c'est surtout un soutien, parce que faut pas oublier les femmes, là, non plus dans cette histoire-là. Il y a pas juste les hommes qui vont être protégés par tout ça. Donc, je pense que c'est plus comme un soutien qui va t'empêcher de glisser vers l'avant, de glisser en dessous de ton volant, disons. Mais quand on le regarde, c'est pas exactement à ça qu'on pense. Puis surtout, quand on regarde la forme en soi de la chose,
On dirait vraiment que ça a été désigné par quelqu'un qui a bien compris la fonction chez les personnes qui sont nées de sexe masculin. Voilà. Pour ma dernière nouvelle oui, c'est ça. Pour ma dernière nouvelle, est-ce que tu savais qu'elle allait sortir une nouvelle Volkswagen? Non, mais on sait que Volkswagen arrive avec plein de modèles électriques. La ID3, la ID Buzz que j'ai hâte d'essayer. Oui. Mais... Ben c'est ça, mais là c'est une nouvelle électrique là. On en a une nouvelle électrique. C'est la division norvégienne de la compagnie, la célèbre division norvégienne de Volkswagen. Bien sûr. Tout le monde connaît la division norvégienne de Volkswagen. Qui dévoile des nouveaux modèles comme cette chaise de bureau électrique. OK. Une chaise de bureau. C'est une chaise de bureau. Écoute, faut expliquer le concept. J'avoue que je la trouve quand même drôle. C'est pour faire la pub de leur véhicule commerciaux et ils disent, puisqu'on développe déjà les meilleurs bureaux à 4 roues, autant amener votre bureau à 4 roues dans votre bureau et donc d'avoir une chaise Volkswagen. Elle est quand même motorisée pour de vrai, hein? Elle va à 20 km/h maximum. Elle a une autonomie de 10 km. Quand même. Ce qui est quand même quelque chose pour une chaise de bureau, hein? Tu roules au bureau longtemps. Puis quand on lit ça, c'est vraiment niaiseux parce qu'on dirait vraiment qu'on lit là, la liste de spécifications d'un modèle complètement normal. On a des phares d'aile, on a un klaxon, hein, bien sûr, un chargeur USB, siège chauffant, on a même un crochet pour faire du remorquage. OK. On sait pas combien est-ce qu'elle va pouvoir remorquer pour le moment. D'après moi, pas beaucoup. Mais... ton sac d'ordinateur, probablement. Ben écoute, moi je pensais peut-être la machine à eau, là. Tu sais, sans la bouteille, bien sûr. On amène la machine à eau jusqu'à plus proche de son bureau. Je ne sais pas c'est quoi l'utilité. Bien sûr, c'est une blague, là. On comprendra que c'est fait avec beaucoup d'ironie. Mais... il n'y a rien qui dit que ça ne va pas être produit pour de vrai. On se doute bien que ce ne sera pas le véhicule le plus vendu de l'année chez Volkswagen, mais on est loin du poisson d'avril, comme le dit l'article d'Autoblog sur lequel je me base. On est loin du poisson d'avril. Fait que probablement qu'il va vraiment y avoir une certaine production, ne serait-ce que quelques modèles là, pour démonstration, qui va être faite. Peut-être qu'on va l'avoir droit ici, hein? Qu'est-ce que j'en sais? Comme pièce de collection, votre chaise de bureau pourrait rouler jusqu'à 20 km/h. Je t'avoue que, compte tenu de la grandeur de mon bureau, j'aime mieux pas trop avoir ça, parce que d'après moi, je ferais des collisions avec le mur assez fréquemment. Ouais, hein, mais surtout quand tu y penses, je sais pas la vitesse, là, on n'en parle pas. Oui, 20 km/h, là, mais je sais pas la vitesse, la vitesse maximale, mais je sais pas la vitesse moyenne, là, on n'en parle pas vraiment. À quelle vitesse ça accélère? Oui, c'est ça, parce que 20 km/h, tu te dis bon, en ligne droite, mais j'imagine que s'il faut que tu zigzagues entre les chaises de tes collègues, la table et tout ça. Quelle déception, je me rends compte cependant que ce n'est pas une 4 roues motrices. Ben, en fait, même, elle a 5 roues. Oui, donc, mais c'est seulement two-wheel drive. Seulement 2 roues. Oui, c'est ça, mais en fait, je me demandais comment est-ce qu'on réussirait à faire une traction intégrale avec 5 roues. C'était plus ça ma prochaine question. Je comprends un peu le dilemme là, devant lequel on se ramasse. On se ramasse un peu aussi avec l'aspect penny farthing, là, hein, les vieux vélos là, qui ont la roue avant beaucoup plus grosse, mais là, c'est un peu inversé. Hein, on a la roue arrière plus grosse pour mieux porter. C'est à voir, c'est à suivre. Restons à l'affût de ce prochain modèle Volkswagen. Et il y a une vidéo sur YouTube. On va vous partager le lien sur notre page là, Gotchard Podcast sur Facebook, bien entendu. Absolument. Malheureusement, c'est là la fin pour moi de mes nouvelles. Par contre, j'en trouve pour toi chaque semaine. Hein, on dit chaque semaine, mais bon, quand t'es pas en voyage ou que je suis pas malade, là, hein, ça ressemble à ça, notre automne jusqu'à date. Vous nous en excuserez, chers auditeurs. Mais ça va être ça pour cette semaine. Fait que merci beaucoup de m'avoir permis de te dire toutes ces conneries. C'est pas des conneries, ce sont des nouvelles actuelles dans le monde de l'automobile, bien que peut-être pas avec moins volant. Alors écoutez, on vous remercie évidemment d'avoir été là. Cette semaine, moi je m'en vais au Salon de l'Auto de Los Angeles. Ça vous donne une idée à quel moment on enregistre cet épisode-ci. Donc, on aura l'occasion de parler de dévoilement là-bas. Il y a Genesis qui nous promet de dévoiler un véhicule. Il y a bien sûr la nouvelle Toyota Prius. Hyundai qui va dévoiler des trucs aussi. Donc, il y aura des choses là-bas dont on aura l'occasion de se reparler.
En attendant, on vous invite à vous abonner, bien entendu, sur n'importe quelle des plateformes où vous préférez écouter vos balados-diffusion. Apple, Google, Spotify, on est partout, bien entendu. Vous pouvez nous suivre directement sur la page Facebook gotchar.podcast ou nous écrire à gotchar.podcast@gmail.com. Et là-dessus, mon cher William, je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Gotchar est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.